Merci de rester fidèle à Actualité.cd, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux aujourd'hui. Une fois de plus, nous nous retrouvons sur toutes ces plateformes pour, une fois de plus, parler de l'actualité, et cette fois-ci, une actualité qui concerne le droit de l'homme. Pour aujourd'hui, je reçois pour vous Abdulaziz Thioye, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Avec lui, nous allons échanger sur les principales tendances et violations des droits de l'homme 2020. Bonjour, monsieur Abdulaziz. Bonjour, patient, et merci de me recevoir dans ce lieu magnifique que je découvre. Félicitations. Merci beaucoup. La question, en fait, l'émission est très pédagogique. C'est déjà quoi les BCNUDH? Alors, le BCNUDH en sigle signifie Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Il s'agit de la fusion de la division des droits de l'homme de la MONUSCO et du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. Ce bureau a préexisté à la MONUC, parce que ce bureau était déjà présent en RDC déjà en 1996. 1996, le bureau existait déjà. Quand la MONUC est arrivée à trouver le bureau qui existait dans le pays. En 2008, la décision a été prise au niveau des Nations Unies entre le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et le département des opérations de maintien de la paix dans les pays où il existe un bureau de droits de l'homme et une mission de paix qui est déployée et dans laquelle il existe une division de droits de l'homme. C'est le bureau de droits de l'homme qui est dans le pays et la division doit fusionner et n'être en réalité qu'un seul et unique bureau. Donc d'où le nom conjoint. Alors, si demain la MONUSCO se retire, le bureau conjoint va retrouver son identité qui est une représentation du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Donc, quand vous êtes directeur du bureau conjoint, en même temps, vous êtes représentant du Haut Commissariat, vous représentez Mme Bachelet dans le pays, mais en même temps, vous êtes chef de la division droits de l'homme à l'intérieur de la mission des Nations Unies. Alors, vous venez de publier votre rapport, le rapport annuel, donc le rapport de 2020, et les BCNUDH a documenté 7909 violations de droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire national, ce qui représente une moyenne de 659 violations par mois. Il s'agit d'une augmentation significative, vous l'avez dit, de plus de 21% par rapport à l'année 2019. Ouais. Quelles sont les grandes tendances de ce rapport par rapport aux précédentes années? Alors, comme vous l'avez si bien dit, nous avons effectivement enregistré une augmentation d'environ de plus de 21%. L'année dernière, nous avions une réduction, donc une réduction de 4%. Donc vous voyez que c'est l'effet inverse. Donc la tendance s'est inversée. Dans l'autre sens, la cause, l'explication, il faut aller la chercher dans la persistance du conflit à l'Est. Nous avons eu une augmentation du nombre d'attaques des groupes armés en Ituri, dans le Nord Kivu, Petit Nord comme Grand Nord, mais également dans le Sud Kivu et dans le Tanganyika. Donc l'activisme des groupes armés explique cette augmentation-là. Donc beaucoup plus d'atteintes aux droits à l'intégrité physique et également des atteintes aux droits à la vie. Donc vous avez vu le nombre de personnes tuées extrêmement élevé, notamment du fait des groupes armés, c'est extrêmement élevé. À cela s'ajoute aussi effectivement l'autre facteur d'explication de cette augmentation est lié à l'augmentation des restrictions, de ce que nous appelons les restrictions à l'espace démocratique, c'est-à-dire tout ce qui est mesures prises pour restreindre l'exercice d'un certain nombre de droits et libertés qu'on considère comme certaines libertés publiques, liberté de manifester, de réunion, les intimidations contre les journalistes et également les défenseurs des droits de l'homme. On va s'attarder là-dessus. Alors que le BCNUDH avait enregistré, vous l'avez dit, une baisse de violation des droits et libertés fondamentaux liés à l'espace démocratique après les élections de 2018. Et là, l'année 2020, donc l'année qui vient de s'achever, c'était une année qui a été marquée par une augmentation significative de cas par rapport à l'année précédente. Qu'est-ce qui peut expliquer que justement, par rapport, on n'est pas en période électorale, qu'est-ce qui explique que directement on a ces booms de violations en lien avec l'espace démocratique? Alors, dès le début, si vous avez bien remarqué, il y a le fait effectivement que l'état d'urgence sanitaire a été proclamé en mars. Donc, il y a une petite partie
des violations que nous avons documentées qui sont liées aux mesures d'imposition des mesures sanitaires. Par exemple, il y a eu des manifestations qui ont été interdites ou réprimées sous prétexte effectivement de violation des mesures sanitaires. Ça c'est un. De deux, il y a, et c'est la partie la plus importante d'ailleurs, il y a dans le chef de beaucoup d'autorités administratives au niveau local. Vous avez suivi l'année dernière beaucoup d'opposants politiques, de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme, de membres d'associations, sociétés, de mouvements citoyens et autres, qui ont fait l'objet d'arrestations et de détentions que nous qualifions d'arbitraires. Parce que demander sous l'incitation d'autorités administratives pour avoir pris position sur des questions qui entrent dans le cadre de leurs activités légitimes. Parce qu'un mouvement citoyen, une organisation de société civile a pour vocation de travailler à la promotion sur les questions de bonne gouvernance, sur les questions de transparence, donc font de la dénonciation ou réclament la réalisation d'un certain nombre de droits, c'est-à-dire peut-être une meilleure gestion des ressources. Pour beaucoup, ils ont déploré la mauvaise gestion des ressources d'une province par les autorités et cela leur a valu d'être arrêtés, quelquefois brutalisés, intimidés ou être mis en prison pour des raisons que nous avons suivies. Vous avez vu en début d'année, nous l'avons déploré d'ailleurs publiquement et ça avait amené le chef de l'État dans un de ses discours à réellement aussi fustiger l'attitude de certaines autorités au niveau provincial qui posaient des contraintes à l'exercice des droits et des libertés. Nous avions cité à l'époque la province de l'Équateur, la province de la Mongala avait été concernée, les provinces de Haut-Ouélé étaient concernées, le Sud Kivu était concerné, mais également la province du Kasaï. Et plus récemment, la province du Kwango. Kwango a été concernée parce que là-bas aussi, vous avez suivi un défenseur des droits de l'homme qui a été enlevé, porté disparu pendant des mois et qui avait même été donné pour mort et qu'on a retrouvé jeté dans la rue après avoir été soumis à des sévices. Donc, on a eu toutes ces situations-là. Donc, la grande différence qu'on peut réellement tirer de tout cela, c'est peut-être, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une politique systématique d'État, décidée par le gouvernement au plus haut niveau, une autorité, un ministre, mais il s'agit d'activités qui, of course, bien sûr, engagent la responsabilité des autorités congolaises qui ont pour obligation de s'assurer que de tels actes ne puissent pas avoir lieu sur le territoire, mais qui sont dans de la responsabilité d'autorité. Mais il y a quand même un cas bien particulier, le cas de l'Agence nationale de renseignement. Absolument. L'ANR qui, on va quand même le dire, est rattaché à la présidence de la République. Quand je lis votre rapport, je découvre par exemple que, contrairement à 2019, où le BCNUDH avait noté une diminution progressive du nombre de violations commises par les agents de l'ANR, on a eu une celui-ci, donc sans violation à l'époque, a plus que doublé en 2020 et a atteint un nombre presque similaire à l'année 2017. 135 violations. Tout à fait. C'est bien que vous le souligniez. C'est un aspect qui, de mon point de vue, est un peu inquiétant et doit, un aspect très inquiétant, excusez-moi, qui devrait davantage interpeller et amener à réfléchir sur la réforme de ce service de sécurité qui malheureusement au cours des années de braise où nous avons connu les répressions violentes des manifestations, les intimidations, les arrestations, la détention au secret de militants de société civile, des mouvements citoyens, des journalistes, des opposants politiques, malheureusement les mauvaises habitudes, les anciennes habitudes, la tendance est de les reproduire. Parce qu'évidemment, beaucoup sont restés à leur poste, en réalité. Il faudrait peut-être retravailler sur une forme de démocratisation de cette institution. Le président avait même parlé d'humanisation de ces services d'intelligence. Il est vrai qu'à la différence de ce qu'on observait avant, où les gens étaient arrêtés, détenus au secret pendant des mois, et sans avoir aucune possibilité de pouvoir avoir une preuve de leur détention par une autorité administrative ou judiciaire dans le pays. De plus en plus, c'est vrai, les gens sont arrêtés, conduits dans les locaux de l'ANR, détenus brièvement, mais transférés vers une autorité judiciaire. Ce que nous avons demandé, c'est qu'il est important que le travail de ce service, qui joue dans n'importe quel pays un rôle important,
devrait être placé sous la supervision d'une autorité judiciaire pour éviter les dérives et les abus. Comme ce qu'on a vu avec le pasteur Ngoïmou Lunda, qui quand même a été arrêté par des agents de l'ANR. Voilà, il a été arrêté dans les agents de l'ANR. Je ne connais pas les circonstances, si c'était muni d'un mandat ou pas. Parce que ce qu'il faut qu'on sache aussi, c'est que les agents de l'ANR ont qualité d'officiers de police judiciaire. En réalité, ils peuvent procéder à des arrestations dans le cadre des règles et de procédures. C'est possible. Mais la loi leur demande de respecter les délais et de respecter un certain nombre de règles de procédure. Les mêmes procédures qui sont en vigueur dans le cadre des procédures d'arrestation, de détention en ce qui concerne les officiers de police judiciaire, ces mêmes règles valent également pour l'Agence nationale de renseignement. Ce qu'il faudrait, c'est s'assurer effectivement que les délais sont respectés. Si vous êtes arrêté pour un quelconque motif, que le motif vous soit signifié, qu'on vous entende sur PV et également qu'on vous présente à un juge, un magistrat du parquet, un procureur qui puisse décider de vous notifier les faits ou de vous inculper en fonction des charges qui seront retournées contre vous. Mais je vais terminer avec ces chapitres, mais est-ce qu'on peut dire, vous avez enquêté pendant une année sur cette question, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tous les cachots clandestins de l'ANR, même pas clandestins, est-ce que tous les cachots de l'ANR sont fermés? J'ai déjà répondu à cette question en disant ceci. Nous avons pris note de cette déclaration publique et de la bonne volonté du chef de l'État et des membres du gouvernement. Un cachot clandestin est par définition clandestin, c'est-à-dire inconnu. La seule façon de le savoir est d'organiser un débriefing avec les personnes qui ont été arrêtées, qui souvent ont des difficultés tenant compte des conditions dans lesquelles ces personnes-là ont été arrêtées et conduites dans ces cachots qui peuvent être dans n'importe quel coin de Kinshasa ou du pays. Quelquefois, c'était des maisons banales hein, que vous pouvez passer devant sans le savoir. Donc, en réalité, c'est là où nous avons une difficulté. Un lieu de détention a pour vocation d'être dans un endroit qui est connu. À partir du moment où vous détenez des individus dans des endroits non connus, vous êtes dans le chapitre de détention au secret. Parce qu'en réalité, l'idée, c'est de les soustraire à la possibilité de pouvoir interagir avec leur avocat. Donc, vous les privez de leur possibilité de se faire assister et le droit à la défense. Ce qui est un droit de l'homme fondamental. Et aussi la possibilité de les exposer à ce que nous appelons une disparition forcée. Parce qu'à partir du moment où vous êtes arrêté en dehors des règles de procédure, de façon inconnue, de façon secrète et détenu dans un endroit secret, vous pouvez disparaître tout bonnement. On peut vous rechercher, on ne vous retrouvera jamais. Si ce n'est la volonté de ceux qui vous détiennent qui, un jour, décideront de vous libérer et de vous amener devant un juge. Donc, c'est pour ça que c'est interdit. Les lieux de détention doivent être connus. Ce qui permet de pouvoir organiser des visites régulières par les parquets, être sous la supervision d'un parquet qui doit superviser le travail pour s'assurer du respect des droits et des libertés des différents individus. C'est dans ce cadre-là que tout cela se passe. La loi, le pays est d'accord pour que nous ayons un accès indiscriminé et non restreint à tous les lieux de détention officiels. Et un lieu de détention qui n'est pas officiel. Donc, vous voyez la difficulté que nous avons de pouvoir dire... Donc, aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de dire de que confirmer tous les ou d'infirmer. Mais la volonté est là. Ce que nous avons noté, c'est que nous avons de moins en moins de détention au secret. Ça, il faut qu'on le dise. Nous avons de moins en moins de détention au secret. Des personnes qui sont détenues, dont personne ne sait qui les a arrêtées, ni qui les détient. Ça, c'est une pratique qui a tendance à disparaître. Donc, qu'il faut mettre au crédit des nouvelles autorités. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut aller vers une concrétisation de cette volonté-là, qui a été proclamée par les plus hautes autorités, en mettant de façon rendant beaucoup plus transparentes les procédures de certaines autorités qui concourent au travail du pouvoir judiciaire. Mais dans votre mandat, c'est également de faire des propositions, des recommandations. Absolument. Et en rapport justement on va dire, la question d'arrestation liée à l'ANR ou aux autres services d'intelligence, entre guillemets, quelles sont aujourd'hui des recommandations qui peuvent permettre d'accélérer les processus de changement?
je dois dire aussi qu'il y a une sensibilité et une ouverture aux propositions, ce qui est aussi, je pense, assez intéressant. Il y a une volonté d'aller de l'avant. Évidemment, il y aura toujours des forces de résistance. Donc il y a toujours en termes de dynamique, il y aura toujours des forces rétrogrades qui auront tendance à vouloir perpétuer les méthodes anciennes. Donc la réforme, elle est inévitable, elle est indispensable. Il y a une volonté de réforme, il faudrait qu'elle soit concrétisée, c'est-à-dire qu'on aille de l'avant dans la possibilité de rendre beaucoup plus sensible aux droits de l'homme, pour utiliser une terminologie qui est un peu plus courante, ces différents services, en réalité, qui concourent quelque part à des recherches de faits délictuels, comme le ferait n'importe quel officier de police ou n'importe quel... Mais que cela se passe dans le respect des règles. Dans tous les pays, il y a des services d'intelligence, mais qui... tant bien que mal, essaie de se conformer aux règles de procédure. Donc, tout cela relève de tout un travail de professionnalisation, de réforme des services de sécurité, ou des institutions de sécurité, qui, je pense, avec la volonté affichée, peut-être qu'on va y parvenir, mais il faut quand même le commencer, effectivement, ce travail-là. Ben, il y a toujours dans ce cadre de l'espace démocratique, vous avez relevé, on vit quand même une période assez compliquée, une période marquée par la pandémie de Covid-19. Et depuis la levée de l'état d'urgence, vous dites, le 22 juillet 2020, les BCNUDH a documenté 25 violations, faisant au moins 57 victimes, dont notamment 8 violations à l'intégrité physique, 22 victimes, 7 violations du droit à la liberté et sécurité de la personne, 35 victimes, et au moins 5 violations à la liberté de manifester en raison de mesures préventives contre la Covid-19. Ouais. Et aujourd'hui, couvre-feu. L'état d'urgence est élevé, mais il y a encore beaucoup de mesures qui ont été édictées par les autorités politico, on va dire, administratives. Quand vous remarquez, quand vous faites votre ronde aujourd'hui, quelles sont les différentes tendances que vous remarquez? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Parce qu'il faut dire que là, vous parlez de 2020. Maintenant, avec cette décision des couvre-feux, est-ce que l'on assiste également, on va dire, à des comportements peu recommandables de la part de forces de l'ordre, de forces de sécurité? Alors, je me dois quand même de dire ceci, qu'on a une oreille un peu plus attentive du côté de la hiérarchie de la police nationale, que ce soit le commissaire général ou le chef de la police provinciale et certains commissaires dans certaines provinces. On a une attitude beaucoup plus coopérative, beaucoup plus collaborative, beaucoup plus attentive aux remarques que nous pouvons faire. Quelles sont ces remarques? Voilà, les remarques que nous pouvons faire, c'est une attitude beaucoup plus respectueuse des droits et des libertés. Évidemment, il faut retenir une chose, on est dans une situation d'urgence sanitaire, où effectivement, pour prévenir la propagation de la pandémie, beaucoup d'autorités dans beaucoup de pays ont été obligées de prendre des mesures qui ont une incidence sur la mobilité, sur la possibilité, le droit de la liberté d'aller et venir. Évidemment, ça a un impact multiforme, hein. Certains ont des activités la nuit, donc et le fait de ne pas pouvoir les exercer a une incidence quelque peu économique au-delà de ça. Donc certains pays ont pris des mesures pour essayer de résorber, et si vous regardez en général, tous les pays en majorité ont imposé des mesures de couvre-feu pour essayer tant bien que mal. C'est la seule façon véritable que certains pays et certaines autorités ont trouvé pour essayer de contenir la propagation de la maladie. Parce que restreindre, confiner encore une fois les populations a un impact socio-économique qu'aucun gouvernement aujourd'hui ne peut combler. Parce que c'est un manque à gagner pour toutes ces personnes qui vivent d'une économie informelle. C'est aussi pour toutes ces entreprises, l'économie du pays, on risque de se retrouver avec une économie en faillite. Donc, il faut essayer de laisser circuler, mais essayer de trouver des plages où on peut essayer de réduire, contraindre les gens à rester chez eux et éviter de... Dans ce cadre-là, ce qui est dit, il n'est pas interdit de prendre des mesures d'urgence sanitaire. Mais ces mesures doivent être adaptées à la situation, être nécessaires et proportionnelles au but
qui est poursuivi. Comme ça se présente par exemple à Kinshasa, où on a un couvre-feu à partir de 21h. La question aujourd'hui, c'est de dire, les personnes qui sont arrêtées, puisque la police dit qu'on vous arrête après 21h, on vous garde auprès de la police jusqu'à l'aube, et puis on vous libère. Comment ça se passe? Vous avez fait la ronde. Parce que là, on suppose, et c'est ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas assez de cachots et il n'y a pas assez de postes, il n'y a que de barrières, et il y a 2-3 policiers qui sont là, et quand on garde quelqu'un, il reste là, même s'il pleut, ainsi de suite. Oui. Ça, c'est une violation de droits de l'homme. Bon, disons que ça pourrait être contribué à une violation des droits de l'homme. En vérité, à partir du moment où il y a une mesure qui établit une restriction dans la possibilité de se déplacer, évidemment, ce que nous disons, c'est aux citoyens de se conformer à cette mesure-là. Ce que nous faisons en plus, c'est de nous engager avec les autorités policières pour nous assurer que les procédures d'arrestation et de détention de ces individus soient conformes aux règles de procédure. Parce qu'on ne peut pas imposer des procédures ou des infractions qui ne sont pas du domaine de la loi. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous avez suivi en mars 2020, nous avons communiqué en disant que nous avons regardé la conformité des mesures qui ont été prises avec la constitution de votre pays, ainsi que les instruments juridiques internationaux, qui sont les instruments de droits de l'homme qui sont ratifiés par le pays, en disant effectivement que les mesures étaient en conformité, avaient respecté les prescrits de la constitution, mais également, notamment, il y a des droits qui sont indérogeables, quelle que soit la situation. Mais en réalité, on essaie, en visitant, de nous assurer qu'il y a moins d'abus, que les individus sont gardés, retenus, c'est un peu plus le terme qui est parce qu'ils ne sont pas inculpés, donc c'est une petite nuance quelquefois que nous apportons en situation de rétention pour des raisons administratives, parce que vous avez violé le couvre-feu, on vous garde jusqu'au petit matin, vous payez une amende, on vous laisse partir. Alors, c'est de nous assurer que ça se passe dans les conditions de dignité et du respect des droits des individus. Donc, les visites de cachot ont cette vocation-là, de nous assurer effectivement qu'il n'y a pas d'abus, que les gens sont gardés dans des conditions qui correspondent aux normes. Évidemment, mettre quelqu'un sous la pluie, sous le soleil, ne correspond pas à ce qu'on pourrait appeler des conditions respect de la dignité humaine et qui devraient avoir des améliorations. Dernière question, on l'a vu également l'UNICEF qui demande notamment l'ouverture des écoles, que la fermeture des écoles soit, on va dire, la dernière décision possible à prendre pour limiter la propagation de Covid-19. Mais on voit également dans d'autres pays qui disent, où il y a des experts qui disent que le fait de retenir les enfants loin de l'école ne contribue pas autant à stopper la maladie. Ici, dans notre pays, particulièrement, on a laissé des enfants aller à l'église, participer à des activités qui ne permettent pas forcément leur éclosion sur le plan mental, intellectuel et consort, mais ils sont empêchés depuis décembre 2020 d'aller à l'école. Quelle est la recommandation du BCNUDH? Parce que le droit à l'éducation, c'est également un des droits de l'homme. Oui, le droit à l'éducation est un droit de l'homme. Il est fondamental, effectivement, pour les citoyens d'exercer et de jouir de ce droit-là, d'aller à l'école, de se scolariser dans des conditions d'égalité, avec les critères de qualité qui sont déterminés par les normes. Mais il faut qu'on retienne quelque chose, c'est qu'en réalité, il est très difficile pour un non-spécialiste de se prononcer sur la portée ou la pertinence de certaines mesures, pour la bonne et simple raison que l'impératif, les mesures d'urgence qui ont été édictées répondent à un impératif de protection de la vie humaine. Alors, et on postule que cet impératif au-dessus de tous les autres. Quand il s'agit de vies humaines, de protéger des vies humaines, on peut tolérer certaines exceptions, c'est-à-dire au nom de la protection de la vie humaine, il est quelquefois possible d'accepter certaines dérogations.
Bon, évidemment, mais c'est des dérogations qui doivent être limitées dans le temps, nécessaires en fonction de l'objectif poursuivi et proportionnelles, c'est-à-dire ne pas durer dans le temps. Et dans ces cas précis? Alors, dans ce cas précis, ça date de décembre. Je n'ai pas suffisamment de recul par rapport à tout ça, mais nous suivons. Je pense que les autorités qui ont pris ces mesures, qui ont aussi des élèves, qui sont parents d'élèves, je pense que ne l'ont pas fait de façon non réfléchie. Qu'il y a quelque part peut-être une volonté de protéger, mais j'espère effectivement que la situation pourra être maîtrisée rapidement de manière à pouvoir permettre à tous ces jeunes de pouvoir reprendre le chemin de l'école, parce qu'évidemment c'est important de pouvoir aussi continuer à former et d'éduquer les jeunes citoyens et de manière à pouvoir assurer la relève pour demain, pour le développement du pays. Merci de rester à l'écoute d'actualité.cd sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Vous êtes évidemment en train de suivre cette émission. Pour vous, nous recevons Monsieur Abdelaziz Thioye, qui est le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme en RDC. Avec lui, nous décryptons le rapport 2020 de son institution qui vient de sortir, qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui. Il y a cette deuxième partie qui concerne la situation dans l'Est de la RDC. Et il y a une question qui quand même est assez intéressante pour moi. Vous avez dit dans votre rapport que les efforts déployés par les autorités et autres parties prenantes n'ont pas été suffisants pour enrayer la persistance des conflits armés. Qu'est-ce qui a manqué? Alors, ce qui a manqué, c'est que, si vous avez bien regardé, et c'est là où c'est important d'aller dans le détail, il est vrai que la courbe, la tendance a persisté pour ce qui est des réductions des violations des droits de l'homme attribuées aux forces de défense et de sécurité, notamment au FARDC. Okay? Si nous regardons bien, nous revenons à des niveaux de commission de violation d'atteinte aux droits de l'homme très élevés pour les groupes armés. Je voudrais rappeler qu'en 2018 et 2019, on a eu des mouvements de reddition volontaire de la part de groupes armés et de milices. En réalité, il n'y a pas eu un suivi, parce qu'en réalité, l'appel du chef de l'État a été entendu. Beaucoup de groupes ont décidé de se démobiliser volontairement, mais à l'absence d'alternatives, beaucoup sont retournés, ont replié les armes et sont retournés dans la brousse. Donc, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de, sous prétexte de groupes d'autodéfense, beaucoup de groupes armés et de milices en réalité sont mus que par des intérêts purement criminels en réalité, parce que ça tourne autour du contrôle des terres, contrôle des carrés miniers et autres. Donc en réalité, c'est un faux prétexte de dire que je défends ma communauté, parce qu'en vérité, ce qui les intéresse, c'est beaucoup plus l'exploitation du bois, l'exploitation de l'or et d'autres minerais qui alimentent le trafic et qui enrichit certains... D'ailleurs, vous l'avez dit, hein, ces conflits sont alimentés par des tensions intercommunautaires, les conflits fonciers, les pillages, l'exploitation illégale des ressources naturelles et les contrôles des territoires pour l'imposition des taxes illégales. Exactement. Ça, il y a beaucoup aujourd'hui, si vous avez suivi il y a quelques jours... en Ituri, il y a une note qui est sortie qui dit effectivement que la Codeco est en train d'imposer, a érigé des barrières illégales pour imposer des taxes aux populations. Vous avez ça, c'est quelque chose qui court dans certains territoires depuis très longtemps. Lubero, Apinga, dans le Apinga et tout ça. Toutes ces populations, malheureusement... Et parfois, les FARDC imposent également. Les FARDC y contribuent grandement. Donc, surtout dans le Nord Kivu, dans le Massissi, Rutshuru et dans le Walikale, certaines unités, pas toutes les unités, certaines unités sont impliquées dans ce phénomène de taxation illégale. Il y a des efforts pour les démanteler, il y a des efforts aussi pour faire en sorte que les FARDC, certains officiers FARDC ne soient pas casser le lien, la complicité ou la connexion qui existe avec certains groupes armés, mais on est encore loin du compte. Ça a été repris dans le rapport du groupe d'experts qui allait beaucoup plus loin que nous et qui cite même des noms en disant effectivement que tel officier dans le Nord Kivu a un lien clair avec tel groupe armé et soutient tel groupe armé. Donc, on est dans cette situation-là où on a une collusion autour d'intérêts personnels, d'intérêts égoïstes qui tournent autour de l'exploitation des ressources. C'est ce qui, aujourd'hui, empêche véritablement de mettre fin au conflit. Il est possible de mettre fin au conflit. Par exemple, on cite notamment dans le rapport du groupe d'experts,
On cite les cas d'Alungupa où on a notamment la question de l'exploitation du cacao, où on voit qu'il y a des éléments FRDC qui imposent la taxe aux populations locales. Et pour ce cas précis, la recommandation pour vous, ce serait de faire quoi? Écoutez, la recommandation pour nous, c'est qu'il faut véritablement... on sait aujourd'hui qu'il y a une compétition autour des ressources foncières. Il y a des communautés du Nord Kivu qui montent vers certaines zones et qui essaient de découvrir des terres neuves pour pouvoir pratiquer l'agriculture qui est très très florissante dans cette zone. Aussi bien dans le territoire de Mambasa, en Ituri. Donc des populations qui quittent leur coin d'origine pour s'installer dans d'autres coins. Mais oui, c'est des communautés, vous avez entendu le phénomène des Banyaboucha. C'est ça, c'est donc des populations qui quittent le Nord Kivu, notamment la zone de Rutshuru, où certaines personnes qui ont été affectées par l'extension des limites du parc, qui décident de migrer vers le nord pour essayer de trouver des terres, acheter des terres. Ça crée des conflits avec les Pygmées. Dans certaines ressources, dans certaines réserves forestières, parce qu'évidemment, c'est leur habitat naturel. Donc, ces populations autochtones représentent réellement une contrainte pour ces populations-là, qui essaient de les chasser de ces terres-là, quelquefois en collusion avec certains groupes armés. C'est pour ça que vous avez de temps en temps des groupes armés qui s'attaquent aux Pygmées. En réalité, il y a... Comme il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Voilà, il y a un méli-mélo de groupes armés, de milices qui sont quelquefois mobilisés, on le sait, par certaines communautés, certains chefs coutumiers, pour réellement servir dans le cadre de conflits qui, dans le fond, ont pour objet l'accès aux ressources, la représentation au niveau coutumière, dans les affaires coutumières, ou simplement avoir un niveau de représentation au niveau politique beaucoup plus important. Vous avez parlé du cas de Banyaboucha. On est dans la province de l'Ituri. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour justement de ces populations. Puisqu'on vous a aujourd'hui sur le plateau, il y en a qui disent que c'est des gens qui viennent de Burundi. Il y en a qui disent que c'est des gens qui viennent de la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, il y a même une commission qui a été mise en place par les autorités provinciales pour faire le suivi de ces populations. Quel est l'état de connaissance justement de ces phénomènes, justement des populations en grand nombre qui quittent certaines zones pour arriver dans l'Ituri et ces populations qu'on appelle les Banyaboucha? Bon, certaines sources disent Burundi, Ouganda et également, mais ce que nous pouvons dire, ce que nous appelons Banyaboucha, c'est des originaires de la chefferie de Boucha, dans le Rutshuru en réalité. Donc, il faut savoir qu'au cours des dernières années, après la fermeture forcée des camps de déplacés. Il y a eu des fermetures forcées de camps de déplacés dans le Nord Kivu. Et ces populations, ces fermetures se sont faites ont été effectuées sans la mise en place de solutions durables, c'est-à-dire créer les conditions d'accompagnement de ces déplacés-là à cause de l'insécurité vers le retour dans leur zone d'habitation. En réalité, beaucoup n'ont pas pu retourner parce que ces zones sont entre les mains des groupes armés ou des milices où sont rentrés et ont trouvé que leur terre avait été occupée. Ces populations, pour beaucoup, ont reçu des feuilles de route qui leur ont permis d'aller vers le territoire de Béni et un peu vers l'Ituri, en réalité. Et quand ces populations y vont, mais elles négocient avec les populations locales pour racheter des terres à bon prix et pouvoir s'installer. Il y a des velléités qu'on prête à certaines communautés de créer des chefferies dans ces zones-là. Créer une chefferie, ça vous donne la possibilité de pouvoir effectivement avoir accès au pouvoir coutumier. Peut-être plus tard dans les compétitions électorales, avoir la possibilité d'avoir une plus grande représentation que vous ne pouvez pas avoir dans votre zone d'origine. Ça concerne à la fois les populations d'ethnie Hutu, mais c'est également les Nandais. Donc, les Nandais sont connus pour être de grands entrepreneurs et de gros travail, toutes les deux communautés. Donc, la recherche des terres pour travailler l'agriculture qui est très prospère, notamment des cultures de cacao qui rapportent beaucoup. Donc, dans le fond, c'est une compétition autour des ressources foncières. Il faut une réforme du foncier. Il faut une meilleure administration des questions des structures de règlement des conflits qui, je pense, pourra permettre définitivement d'apporter des solutions en vue d'éviter, de prévenir la survenance de conflits entre les différentes communautés
qui, certaines, ont recours à des groupes maïmaï pour s'attaquer aux autres et vice-versa. Donc il faut qu'on travaille sur ces questions-là. Il y a également la question du DDR, vous l'avez dit, hein, particulièrement dans les provinces du Nord et Sud Kivu, mais également la province d'Elituri. On a vu des gens déposer les armes. Mais il y a certainement un sérieux problème de financement du DDR. Vous dites, vous fustigez l'absence d'un programme coordonné de désarmement, démobilisation, réinsertion permettant aux combattants de groupes armés de déposer les armes et rejoindre la vie civile. On l'a vu également avec la FRPI à Irumu, on le voit avec la Codeco, notamment à 10-15 km même de Bunia. Djougou. À Djougou et également. À Djekere aussi, il y avait ces personnes qui étaient prêtes. On sait également qu'il y a un problème de financement du programme de DDR. Le président de la République l'a dit lors de son dernier discours sur l'état de la nation. Il propose même un DDR-CS. Communautaire. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque pour que la communauté internationale finance justement, puisque c'est un problème, puisque c'est une solution plutôt à un problème, qu'est-ce qui manque à la communauté internationale de financer autant qu'on finance également des opérations contre les groupes armés? Pourquoi on ne financerait pas les DDRC? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le programme national de DDR est un peu en léthargie depuis quelques années. Donc, il y a eu des solutions un peu localisées au niveau provincial, gérées de façon qu'on pourrait qualifier de pas très visible ou très clair. Il y a eu des redditions, des groupes qui ont été pris, amenés pour être formés et redéployés en dehors des circuits habituels. C'est qu'il faut aujourd'hui, je crois qu'il y a une volonté peut-être de mettre un peu d'ordre dans cela de la part des nouvelles autorités. Et les partenaires attendent effectivement qu'il y ait, que la structure soit mise en place, qu'il y ait une stratégie claire en vue de pouvoir aussi s'engager. Parce que donc tout est entre les mains du gouvernement congolais. Oui, tout à fait. En réalité, on est dans un pays souverain où il y a des institutions. Donc ce sont les institutions qui doivent mettre en place une politique. Et sur cette base-là, quand vous mettez en place une politique, vous mettez vos maigres ressources. Déjà, vous dites, je mets 1 franc et les autres viendront apporter 10 francs. Donc c'est comme ça que ça se passe. Vous donnez 1 et les autres viennent rajouter 10. C'est toujours comme ça, où vous dites, voilà un peu les ressources, qui peuvent être ressources humaines et autres que je mets en place. Mais il faut une clarté, une vision et une politique qui est établie. Une stratégie claire, voilà, bien établie. Et ça permettra, avec des options viables, je pense que l'option elle est définitivement prise d'aller vers le DDRC, d'éviter l'intégration direct dans les forces de sécurité et de défense, parce que l'idée effectivement est d'aller vers un accès dans les forces de sécurité et de défense basé sur le mérite et non sur la possibilité de manier une arme. Donc ce serait une prime qui est donnée à n'importe qui de prendre les armes de main et de pouvoir, comme moyen de pouvoir accéder à certains grades dans l'armée. Évidemment, c'est une question de souveraineté. C'est aux Congolais de décider. En réalité, les partenaires ne font qu'apporter un appui technique et certains apporter un appui financier sur la base des principes qui guident un peu l'engagement dans ces domaines-là. Et juste à côté, vous proposez également l'adoption des politiques socio-économiques pour un développement durable. Absolument. Voilà. Alors, on va terminer avec la partie liée à la justice. Vous proposez dans les recommandations, et vous insistez d'ailleurs pour que les enquêtes judiciaires soient menées, pour que soient arrêtés et traduits en justice devant les juridictions compétentes des auteurs présumés des violations et atteintes aux droits de l'homme, et les plus graves, et prendre également des mesures adéquates pour s'assurer que les auteurs sont sanctionnés, purgent effectivement leur peine. On l'a vu, depuis un certain temps, il y a des personnes qui ont été arrêtées, particulièrement dans les provinces de l'Est. Il y a eu des audiences foraines organisées, il y a eu des procès en public organisés. Qu'est-ce qui reste à faire pour justement avancer sur ces secteurs-là? Je dois dire, et permettez-moi aussi de profiter de ce plateau pour saluer la mémoire du général Mukuntu, qui nous a quittés il y a quelques jours, qui fut un excellent collaborateur, avec quelqu'un avec qui nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler. Donc,
Techniquement, il a beaucoup contribué à faire avancer beaucoup de dossiers avec nous. Avec notre soutien, évidemment. Son décès est une grande perte hein, pour la justice congolaise et particulièrement pour la justice militaire, qui a fait des progrès remarquables et c'est quelque chose que vous retrouvez dans n'importe tous les écrits sur la RDC. Le travail qui est effectué par la justice militaire en termes de poursuites, également de rendu de décision, a été salué pour tout le monde. La dernière décision en date concerne effectivement le procès Tieka, hein, qui est un procès emblématique. Tout le monde se rappelle des viols massifs dans le territoire de Bala-Walikale. C'est un chef de guerre très redouté qui a été condamné. Alors, il faut accroître les moyens. Ils ne sont pas très nombreux. Si vous regardez bien, aujourd'hui, nous avons accusé un retard assez important dans tous les dossiers du Kasaï. Beaucoup de dossiers, des fosses ont été exhumées. Les restes humains ont été assemblés selon les procédures médico-légales. Certains dossiers ont été ficelés, mais il n'y a pas encore eu de procès. Et si on regarde bien, le conflit du Kasaï est terminé depuis 2017. Donc, il y a beaucoup de retard. C'est la même chose aussi, Yumbi. Nous avons été ensemble à Yumbi. Jusqu'à aujourd'hui, l'affaire n'a pas encore été appelée. On sait que le dossier est presque prêt et en état d'être appelé pour être jugé. Donc, il y a des retards. Et tout cela relève évidemment, oui, d'une question de volonté, mais je pense ils ont un effectif réduit. Il faudrait, au cours des dernières années, avec le PNUD, nous avons appuyé le recrutement d'inspecteurs judiciaires additionnels pour renforcer les différents parquets. Mais je pense qu'il faut davantage renforcer le recrutement des juges et magistrats militaires avec un nombre beaucoup plus important de femmes. Et peut-être aussi, progressivement, songer à peut-être avoir des compositions mixtes qui mettent des magistrats civils avec des magistrats militaires pour aider permettre un échange d'expérience, parce qu'il est avéré que sur les crimes internationaux, la justice militaire a beaucoup plus d'expérience aujourd'hui que les juges civils qui ont reçu cette compétence-là en termes d'attribution au niveau d'appel pour connaître des crimes internationaux. Donc, il faut qu'on avance. Ça, ce sont les grands chantiers de la justice dans lesquels les partenaires aujourd'hui sont en train avec la reprise de la coopération bilatérale et multilatérale, on espère effectivement que quelque chose va se mettre en place très très rapidement pour résorber ces gaps-là qui définitivement pourront permettre de lutter efficacement contre l'impunité. Parallèlement, vous rappelez l'engagement du chef de l'État en faveur de la mise en œuvre de mécanismes de justice transitionnelle. Absolument. Ça, c'est je pense, le grand motif de satisfaction qu'on a eu l'année dernière. C'est effectivement cet engagement public réitéré à plusieurs reprises par le chef de l'État et plusieurs autres autorités. C'est maintenant dans le discours public. Il y a un engagement public clair de la part des plus hautes autorités de mettre en place un processus de justice de transition. Parce qu'il est important de créer les conditions, résoudre les crimes passés, permet d'affronter l'avenir. C'est-à-dire créer les conditions pour que nul ne puisse prendre prétexte de l'impunité des crimes passés comme motif pour conduire à la violence. Donc il est important de travailler là-dessus. Donc il y a aujourd'hui une réflexion, un acte officiel qui a été posé par les autorités, par le chef de l'État qui a demandé l'appui du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour accompagner les efforts du pays en matière de lutte contre l'impunité, mais également dans la mise en place d'un processus de justice transitionnelle. On parle même de chambres mixtes. Voilà, il y a il y a des aspects qui concernent les poursuites et il y a d'autres aspects qui concernent les aspects de vérité et de réconciliation. C'est un travail immense et c'est fort heureux que cela a pu prendre corps en termes d'engagement dans le cadre de la commémoration du 10e anniversaire du rapport Mapping, avec l'écho de l'appel du Dr Mukwege qui s'est mobilisé de façon remarquable sur cette question-là et qui aujourd'hui catalyse beaucoup d'efforts, la société civile, les associations de victimes qui sont montées au créneau pour réclamer que l'impunité puisse cesser. Et je pense que c'est un moment très très important, une opportunité unique à saisir pour définitivement briser
les cycles de violence et créer des garanties pour que la violence qui a eu cours en RDC ne puisse plus jamais se répéter. Et pour cela, il faut affronter le passé. Il faut que ce qui s'est passé puisse être discuté. Ceux qui doivent rendre compte, doivent rendre compte. Ceux qui peuvent être, soi-disant, par les victimes, recevoir des explications, pardonner ou organiser les réparations, c'est la justice transitionnelle. Donc il faut, mais le plus important, c'est de discuter de ce qui s'est passé et d'affronter l'avenir. On termine cette émission. Votre vœu pour 2021? Une année meilleure, parce que 2020 a été très difficile pour beaucoup d'entre nous. La pandémie est passée par là. Malheureusement, la pandémie est venue exacerber tous les gaps qui existaient. Si vous aviez des insuffisances en matière d'accès à la santé, à l'eau, à l'assainissement, dans différents domaines, 2020, la pandémie est venue exacerber ces gaps-là. On espère vraiment que 2021 sera meilleur que 2020, du point de vue de la pandémie, mais également de permettre à tout le monde de se rendre bien compte qu'en réalité, le bien le plus précieux, c'est la liberté et la vie, et qu'il faut à tout prix les préserver par tout moyen, et cela incombe à tout le monde. Merci. Monsieur Tchoy, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci de l'avoir suivi sur Twitter, Facebook, YouTube, mais également Instagram, actualité.cd. L'actualité continue sur nos plateformes, sur les sites. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Monsieur Abdulaziz Tchoy, qui est le directeur du Bureau conjoint de droits de l'homme des Nations Unies aux droits de l'homme, avec qui on a décortiqué plus ou moins le rapport 2020 de cette institution qui vient de paraître. Et nous souhaitons délire ce rapport pour comprendre les tendances, mais également pour faire en sorte, puisque la question des droits de l'homme, c'est une question qui nous concerne nous tous, que chacun apporte sa contribution pour avoir un pays beaucoup plus beau qu'avant, comme on les chante dans notre hymne national. Je vous dis un grand merci, on se retrouve très bientôt.